À tous, un grand merci pour votre présence à cette deuxième séance du webinaire Actualité de la recherche franco-brésilienne à la BNF, qui s'inscrit dans le cadre de la saison croisée institutionnelle France-Brésil 2025. En avril, nous avons parlé du travail de résidence de Bianca da Costa sur l'Anthropocène et la mémoire des peuples amazoniens. Et nous poursuivons aujourd'hui la thématique avec une séance consacrée à la période brésilienne de Claude Lévi-Strauss. Je rappelle donc en tant que responsable scientifique du site France-Brésil que vous pouvez trouver un écho des activités de recherche franco-brésilienne à la BNF sur ce site qui a donc été construit en, en partenariat avec plusieurs institutions et qui comporte des centaines de documents issus donc de bibliothèques partenaires et qui sont contextualisés par des articles de spécialistes. Côté français, la BNF compte avec la collaboration de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, avec le consortium interuniversitaire Manioc pour tout ce qui est Caraïbes, Plateau des Guyanes, Amazonie. Côté brésilien, il y a le partenariat fondateur de la Fundação Biblioteca Nacional depuis les origines, hein, donc la Bibliothèque nationale du Brésil, et puis aussi plus récemment de la Brasiliana José Guita Mindlin, rattachée à l'Université de São Paulo. Je vous présente maintenant nos intervenants, que je remercie vraiment d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Anaïs Dupuis-Olivier, archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques, chargée de collection des manuscrits modernes et contemporains au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu. Responsable de plusieurs collections de manuscrits contemporains et en particulier des archives de Claude Lévi-Strauss, objet d'un programme ANR auquel elle a contribué avec notre deuxième intervenant, Emmanuel Devaux. Emmanuel Devaux, vous êtes ethnologue et américaniste, directeur d'études à l'EHESS et adjunct professor à l'Université de l'Indiana à Bloomington, membre du Centre Georges Simmel de recherche franco-allemande en sciences sociales. Vous êtes responsable de la formation doctorale anthropologie et ethnologie à l'EHESS. Vous avez édité des conférences inédites de Claude Lévi-Strauss sous le titre De Montaigne à Montaigne en 2016 et vous avez rédigé l'avant-propos de la réédition en livre de poche des structures élémentaires de la parenté en 2017, après quoi Madame Monique Lévi-Strauss vous a confié la responsabilité scientifique de publier les carnets de terrain de l'expédition Nambiquara de 1938-39, ce qui a donné lieu au programme de l'ANR Nambiquara dont vous avez été responsable. On peut lire les résultats de ce programme qui a donc fédéré les équipes BNF, EHESS et ITEM, hein, Institut des textes et manuscrits modernes, en ligne sur le carnet Hypothèse Nambiquara et surtout, bien sûr, dans la publication très récente de votre ouvrage, Aux sources de Tristes Tropiques, les carnets de terrain de Claude et Dina Lévi-Strauss 1935-1939, paru aux presses de l'EHESS. À vos côtés, virtuellement, Fernanda Peixoto, professeure titulaire du département d'anthropologie de l'Universidade de São Paulo, chercheuse au CNNPq, où vous coordonnez le groupe de recherche Coletivo ASA, ASA pour Artes, Saberes, Anthropologie. Pour le site France-Brésil de la BNF, vous avez rédigé les articles sur Lévi-Strauss et le Brésil, la mission universitaire, hein, française à São Paulo. Dans la rubrique photographie, Jean Manzon et Marcel Gautreau et Pierre Verger, et puis aussi un article sur le programme UNESCO sur les relations raciales au Brésil dans les années 50. Vous êtes aussi l'autrice de l'ouvrage traduit en français Le voyage pour vocation, publié en 2019 aux éditions du Poisson volant, où l'on suit les itinéraires de Roger Bastide, Gilberto Frère,
Pierre Verger et Michel Léris. Vous êtes éditrice en chef de l'Encyclopédia di Antropologia, une encyclopédie en ligne consacrée donc, à l'anthropologie, à laquelle contribue également notre quatrième intervenante, Luisa Valentini. Luisa Valentini, vous êtes docteur en anthropologie sociale de l'USPI, anthropologue rattachée à cette université, donc spécialisée en ethnologie, en histoire de l'anthropologie. Vous êtes l'autrice du livre Un laboratorio di antropologia, o encontro entre Mario di Andrade, Dina Dreyfus et Claude Lévi-Strauss, paru en 2013 aux éditions Alameda. Et vous êtes coordinatrice éditoriale de la collection Mundo Indigena de la maison d'édition Edra di San Paolo, qui est l'une des rares collections qui propose des textes en langue autochtone avec leur traduction en portugais. Donc, le déroulé de séance, vous l'avez normalement sous les yeux. Nous commençons donc par la présentation de la collection Lévi-Strauss, voilà, par ma collègue Anaïs Dupuis-Olivier. Anaïs, je te cède la parole. Voilà. Hmm. Alors, par contre, j'aurais juste besoin que tu me laisses ouvrir le partage d'écran. Parce que là, ah, voilà, je pense que ça va être bon. Merci. Voilà. Hop. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, en introduction de la présentation que fera Emmanuel, je vais vous dire quelques mots des collections des archives de Claude Lévi-Strauss qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. Donc, les premiers contacts avec Claude Lévi-Strauss ont eu lieu en 2004 à l'occasion de la préparation de l'exposition consacrée à la collection Terre humaine, qui est une collection publiée qui appartient aux éditions Plomb. Cette exposition devait se tenir s'est tenue à la Bibliothèque nationale de France en 2005 et la préparation de cette exposition a donné l'occasion donc à des conservateurs de la BNF d'entrer en contact avec Claude Lévi-Strauss puisqu'en effet, les commissaires de l'exposition souhaitaient y exposer la dactylographie corrigée de Triste Tropique, troisième opus de la collection, qui était conservé par son auteur. Au cours des discussions pour envisager le prêt du document, Claude Lévi-Strauss a pris conscience de la valeur aussi bien patrimoniale que financière de ces archives et de l'intérêt qu'elles suscitaient auprès de professionnels de la conservation du patrimoine. Quelque temps après, la BNF a proposé à Claude Lévi-Strauss, qui à cette époque était âgé de 96 ans, de lui confier ses archives scientifiques et personnelles. Claude Lévi-Strauss a accepté et donc 2 ans plus tard, entre 2007 et 2008, grâce à une procédure de dation en paiement de droits de succession, grâce à un achat et à un don, l'ensemble des papiers de l'ethnologue a rejoint les réserves de la rue de Richelieu. Cet ensemble, qui porte la référence Nouvelle acquisition française 28 150, comprend 262 boîtes d'archives. Donc, je vais vous donner, voilà, donc c'est un ensemble conséquent qui a cet aspect, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, un certain nombre des manuscrits qui ont été remis par Claude Lévi-Strauss ont été reliés, en particulier, ce sont les boîtes blanches que vous voyez à l'écran, en particulier la dactylographie Triste Tropique, mais aussi tous les 4 volumes des mythologiques. Donc, voici un aperçu du plan de classement des archives de Claude Lévi-Strauss. Donc, ça va me permettre justement de vous donner quelques informations sur le contenu de ces archives. Donc, ces archives, comme je vous l'ai dit, sont très abondantes. Elles ont été soigneusement conservées par Claude Lévi-Strauss tout au long de sa vie. Donc, il y a des documents qui remontent aux années 30 jusqu'au milieu des années 2000. Et ces archives reflètent la richesse de son parcours, de ses recherches et de son œuvre. Donc, on y trouve tout d'abord les manuscrits, dactylographies et ou épreuves de tous ses essais,
depuis son mémoire d'études supérieures en 1930 jusqu'à Saudades de San Paulo en 1995, auxquels s'ajoutent les états préparatoires d'autres contributions scientifiques, articles, préfaces, comptes rendus de lecture, conférences, entretiens et discours. Claude Lévi-Strauss avait également conservé des notes sous forme de fiches cartonnées, des photocopies et d'autres documents qui ont- qui l'ont aidé à rédiger ces textes et qu'il a donnés à la Bibliothèque nationale. Les archives de l'ethnologue comprennent aussi les cours qu'il a prodigués de 1932 à 1982 dans des lycées, à l'Université de San Paolo, dans divers instituts, à l'École pratique des hautes études et au Collège de France. Un autre ensemble très important et qui est très fréquemment consulté par les chercheurs, c'est donc la correspondance, à la fois sa correspondance active, c'est-à-dire celle qu'il a envoyée, et la correspondance passive, celle qu'il a reçue. Correspondance qui donne à voir son vaste réseau relationnel qui comprend tout autant des grands noms de l'anthropologie mondiale que des philosophes, des historiens, des linguistes, des musiciens et des écrivains, parmi lesquels Marcel Mauss, Paul Rivet, Michel Foucault, Fernand Braudel, Georges Duby, André Breton, Roman Jacobson ou encore Luciano Berio et Umberto Eco. Viennent ensuite des dossiers relatifs à son parcours professionnel et personnel. Et enfin, un certain nombre de documents iconographiques qui sont contenus dans des classeurs et des pochettes qui illustrent ce parcours, donc des photographies de famille, mais aussi des photographies de ses voyages au Brésil, au Japon et en Corée, ainsi qu'un certain nombre de dessins et des diplômes et des affiches. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuel pour la présentation de l'ANR Nambiquara. Merci, merci Anaïs. Pour ces quelques mots d'introduction sur l'énorme corpus que représente le legs Lévi-Straussien à la BNF. Et nous, dans cette ANR qui s'est appelée Nambiquara, évidemment en référence au Nambiquara, nous sommes concentrés sur une petite partie de ce corpus, mais une partie qui quand même revêt un aspect essentiel puisque, comme on le sait, les expéditions que Lévi-Strauss a fait au Brésil avant la Seconde Guerre mondiale ont été déterminants pour le développement de sa pensée et du coup le développement de son œuvre. Euh, alors il y a une petite histoire derrière la grande histoire. La petite histoire, c'est que effectivement j'avais publié deux conférences inédites de Lévi-Strauss et à cette occasion-là, j'avais eu l'occasion de rentrer en contact avec euh, Madame Lévi-Strauss, d'ailleurs, je connaissais puisque j'avais travaillé au musée du Quai Branly aux dernières années de la vie de Claude Lévi-Strauss, il avait un peu participé à l'aspect institutionnel, notamment il était là le jour de l'inauguration et je m'étais à ce moment-là occupé du couple Claude et Monique Lévi-Strauss, donc la troisième épouse de Claude Lévi-Strauss. Donc nous avions fait un premier contact et deuxième contact à l'occasion de la publication de Montaigne à Montaigne au terme de cette présentation, d'ailleurs au musée du Quai Branly du livre, il me dit, écoutez Emmanuel, il y a aussi les archives qui correspondent à la deuxième expédition que Claude Lévi-Strauss a fait. Comme vous le savez, et on le savait parce qu'on avait lu les différents entretiens et précisions biographiques que Lévi-Strauss avait données, les archives de la première expédition sont perdues, étaient dévastées au moment où euh, les Allemands ont envahi Paris en 1940. Mais ceux de la deuxième expédition ont bien survécu. Et, euh, et voilà. Et elles sont à la BNF aujourd'hui, et c'est un énorme corpus, et peut-être qu'on pourrait les publier, ou il serait bon de les publier, ou beaucoup de chercheurs me demandent quand est-ce que seront publiés ces documents. Est-ce que vous voulez vous en charger? Alors, il y avait aussi, on a dit peut-être, mais c'est compliqué. Mais en bref, oui, on va essayer. Donc, on se rend à la Bibliothèque nationale avec Madame Lévi-Strauss et avec un collègue anglais spécialiste de l'Amazonie qui s'appelle toujours d'ailleurs Hugh Jones. Et ensemble, nous sommes accueillis par Anaïs
Et Anaïs nous dit, bah écoutez, oui, alors la deuxième expédition, bah écoutez, il y a cette boîte-là, 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 et elle nous met sur la table, je crois, une dizaine de boîtes. Un peu. Alors, on ouvre une boîte, on en ouvre une deuxième, on regarde les documents, donc vous avez un peu des exemplaires sous les yeux, et on est quand même pris d'un certain vertige. On se dit non, c'est pas une seule personne, voire deux, qui peut s'engager dans une aventure de cet ordre pour traiter tous ces documents. C'est hors de portée pour quelqu'un, un chercheur, tout seul. Bon, on en reste là, et puis quelques mois plus tard, j'appartiens à un petit laboratoire avec des collègues, et j'y- comme une illumination, je le reconnais, me dit, mais on va faire un programme ANR. On va solliciter de l'argent auprès de l'ANR, qui est une branche du CNRS qui finance des projets de recherche. Comme ça, on pourra recruter des jeunes chercheurs, on pourra constituer une équipe et on aura les moyens humains pour dépouiller et faire quelque chose de ces archives. Et donc, rapidement, on se met en place, on reprend contact avec Anaïs, qui se montre très enthousiaste, et on arrive à déposer dans les temps un programme ANR qui est un programme collaboratif entre le HESS à laquelle j'appartiens, la BNF où est le fond et avec Anaïs comme cheville ouvrière et articulation entre nous tous, et aussi l'ENS, l'École normale supérieure, qui a un laboratoire qui se voue à ce qu'on appelle l'édition génétique des œuvres, c'est-à-dire essayer de rechercher à travers les différents états d'un document, dans une archive, à travers des différents états d'une idée, où est-ce qu'elle trouve sa racine à travers différents textes, et qui se montre très intéressé par le projet. Voilà. Donc on monte cette ANR. C'est une aventure assez lourde. La première étape de l'ANR consistant à numériser tous les documents. Il y a 4000 pages approximativement. Et donc, c'est quand même une entreprise qui doit prendre un certain temps. Donc, Anaïs s'occupe de ça. Ça prend à peu près 6 mois pour que nous puissions disposer du scan de chacune des pages de cette entreprise, de cette mission. J'ajoute qu'il était évidemment pas question de travailler sur les originaux qui auraient été très difficiles à manipuler d'une part, et d'autre part, pour des raisons de conservation, il fallait donc passer par le processus de la digitalisation. Mais pendant que Anaïs s'occupait et supervisait le travail de digitalisation, on a quand même aussi fait tout un travail pour fureter un peu autour, et on a découvert qu'il y avait d'autres documents, et que finalement l'idée que tout ce qui avait concerné la première expédition était perdu n'était pas tout à fait juste. Et donc, on a retrouvé des documents écrits, on a retrouvé des photos. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, quelque chose qui était une vraie découverte, auquel nous étions vraiment très surpris et très, très heureux de cette surprise, bien entendu, c'est que au fond, on a découvert que Lévi-Strauss avait probablement pendant la Seconde Guerre mondiale fait commencer une entreprise qui aurait pu donner lieu à un dictionnaire du Nambikwara. Donc, il avait repris ses notes, et à travers toutes ces notes, il avait noté tous les différents termes qu'il rencontrait dans ses notes, et il avait tenté de faire des fiches systématiques. Par exemple, là, vous voyez sur ce que Couture. j'ai couture, et bien il y a tout un ensemble de fiches avec des mots du Nambikwara qui se rapportent à l'art de la couture, et il avait commencé ce travail qu'il a abandonné en cours de route. Et on pourra en reparler. Mais c'est clair qu'il y a eu un moment chez Lévi-Strauss l'intention de faire de devenir ce qu'on appelle dans notre jargon un ethnolinguiste, c'est-à-dire un anthropologue qui travaille à partir de la langue, ou qui considère que la langue est une partie déterminante de l'enquête ethnographique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes de découverte? Alors, l'autre découverte majeure, ça, on en avait, dès la première rencontre avec les archives, avec Anaïs, on avait vu un peu le problème, mais on en a mesuré l'ampleur. C'est que Lévi-Strauss ne date pas ses notes.
Lévi-Strauss, non seulement il ne date pas ses notes, mais contrairement à ce que nous, professeurs d'anthropologie, on apprend à nos étudiants, parce qu'on nous l'a appris, on a tendance parfois à classer, on a des notes de type linguistique, on a des notes de type ethnographique, on sépare un peu les domaines, les sujets de l'enquête. Lui, tout est mélangé, hein. Sur une même page, vous avez des notations linguistiques, vous avez des descriptions ethnographiques, vous avez des transcriptions de partitions musicales, vous avez des dessins qui parfois d'ailleurs reprennent des photos qu'on retrouve par ailleurs, censés donc illustrer par exemple des aspects de la vie matérielle notamment des Anomikoara, puisque c'est quand même eux qui constituent le cœur de ces documents. Et alors là, c'est évidemment, ça devient très très compliqué, très très compliqué à traiter, peut-on dire. Et ça n'a fait qu'accentuer notre vertige. Et puis, il y a autre chose dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est qu'au fond, enfin, il y a deux choses, si vous voulez, dont on s'aperçoit. On relit Triste Tropique, on l'avait lu, mais là, on le relit de plus près. Il y a des passages qui sont quand même, qui nous paraissent être difficile d'avoir été rédigé uniquement de mémoire, comme Vincent Deben le prétend dans ses écrits. Par exemple, il y a des extraits de folklore, il y a des chants, il y a du folklore des caboclos, il y a des choses comme ça qui sont tellement précises dans, dans la façon même dont c'est transcrit que l'idée que ça serait uniquement des choses qui vous proviendraient de la mémoire de Claude Lévi-Strauss, qui par ailleurs est immense, ça, on le sait, c'était quelqu'un qui avait un esprit hors du commun. Il n'empêche qu'il y a quand même un petit doute qui s'instille dans notre esprit. Et puis, alors donc, on cherche en quelque sorte un peu les sources de Triste Tropique dans ces notes. Et curieusement, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas, ou on en trouve quelques-unes, mais très très peu. Il y a très peu de recoupement entre les données qu'on trouve dans les archives et le texte même de Triste Tropique. Et germe dans notre esprit une idée qui, à première vue, est presque scandaleuse, mais qui va prendre consistance au fur et à mesure de notre travail, c'est que Lévi-Strauss a éliminé, a supprimé en réalité les éléments de ses archives qu'il recyclait dans Triste Tropique. Et finalement, les archives qu'il a léguées à la Bibliothèque nationale, qu'il lègue à l'humanité, il faut bien le dire, à ce titre-là, ce sont surtout les archives, les documents les plus scientifiques et ceux qui ne trouvaient pas leur place dans Triste Tropique, parce que justement ils étaient trop pointus, trop détaillés, et ils ne pouvaient pas intéresser un large public, puisque tel était le projet éditorial de Triste Tropique. Et d'ailleurs, ce projet éditorial a bien marché, c'était un énorme succès. Alors, il y avait une petite déception, si vous voulez, de ce côté-là. Et d'ailleurs, Madame Lévi-Strauss elle-même nous a confirmé, et Anaïs était là lorsqu'on a eu cet entretien avec elle, elle peut, je crois, témoigner de ce que Madame Lévi-Strauss nous a dit à ce moment-là. Oui, lorsque mon mari écrivait Texte Tropique, j'étais sa jeune épouse, tout ce qui sortait de sa machine à écrire, je le relisais immédiatement, j'étais sa première lectrice et tout ça. Mais c'est vrai qu'il jetait beaucoup de choses. Il jetait beaucoup de choses. Mon mari a toujours jeté beaucoup de choses. Donc, quand on voit ce qui reste comme archive, on imagine la masse des choses qu'il a jetées. Mais tout ça pour dire que ça se confirme en quelque sorte cette idée que Lévi-Strauss a supprimé de ses archives, messieurs. Je crois qu'il l'a fait au moment même où il rédigeait, je ne pense pas qu'il l'a fait plus tard, les choses qui pourraient apparaître les plus littéraires ou les plus susceptibles d'être recyclées dans un ouvrage qui avait une vocation littéraire. On va en reparler après. En revanche, on a fait une très belle découverte. On a fait une très belle découverte qui est dans ces archives, ce lot lié donc à la deuxième expédition à travers le Mato Grosso. On a découvert le journal de Gina. Euh,
Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que Fernanda va en parler certainement plus après. Mais disons que lorsqu'il prépare l'expédition, Dina doit être membre de l'expédition. C'est d'ailleurs la seule femme. Et elle doit donc participer à toute cette expédition qui, je vous rappelle, doit partir du Mato Grosso jusqu'à rejoindre l'Amazonie, quelques 2000 kilomètres plus au nord. Et comme vous le savez, voilà, Dina, lorsqu'ils étaient depuis un mois, ils menaient l'enquête chez les Nambiquara. Dina a été touchée par une ophtalmie virulente et son évacuation s'est apparue comme la solution. Donc elle a été évacuée. D'ailleurs, Lévi-Strauss la retourne à Cuyaba, la met dans un avion et elle repart directement en France. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'avant cet épisode, il y a eu au mois de mai de la même année, à Cuyaba, Lévi-Strauss prépare son expédition. Il doit s'occuper de toutes sortes de considérations matérielles. Il faut trouver des bouviers, il faut trouver un cuisinier, il faut trouver des guides. Enfin bref, c'est pas, ça l'occupe pas mal dans la journée et selon une répartition des tâches entre les différents genres qui étaient classiques à l'époque, Madame reste un peu à la maison et Dina écrit un texte très, très, très intéressant, daté, précisément daté au moins, jour après jour, et dans lequel elle traduit un peu ses états d'âme. Et donc ça, c'était une très belle découverte parce que ça nous a permis de rentrer un peu dans l'intimité du couple que formaient Gina et Claude. Une intimité qui déjà, après 5 ans de mariage, était une intimité un peu tumultueuse, torturée, tourmentée. Et un des éléments les plus saillants, peut-être, et les plus poignants d'ailleurs de ce journal de Dina, c'est 3 pages où Dina relate un de ses rêves. Et dans notre livre, là, donc je vous recommande fortement la lecture, la découverte et la lecture. Nous avons osé ou tenté une interprétation de ce rêve et dans un langage, disons, assez freudien, assez classique de l'interprétation des rêves. Et il nous semble bien que se jouait là le drame même du couple, c'est que Tina et Claude n'arrivaient pas à avoir des enfants ensemble. Euh, et c'est un très beau texte, très beau texte. Donc ça, c'était une très belle découverte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce qui ressort de tout ça, c'est que bon, la linguistique, hein, donc le Lévi-Strauss a été tout à fait présent là-dessus. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est quelque qui va un peu dans la continuité du texte que j'avais publié de Montaigne à Montaigne, et c'est que Lévi-Strauss et le couple, hein, parce que vraiment ils travaillent ensemble. Hein. Autant Triste Tropique a complètement éludé la figure de Dinah, autant les documents, tout ce qu'on sait maintenant atteste bien qu'ils travaillaient vraiment de façon très étroite l'un avec l'autre. Et donc le couple étaient des nouveaux anthropologues. En fait, c'est des philosophes. Ils sont partis au Brésil. Ils avaient une formation d'anthropologie très faible. Peut-être avaient-ils lu, ils avaient certainement lu Durkheim, mais ils avaient peut-être lu un peu de Marcel Mauss, mais franchement, je pense qu'ils étaient assez loin de l'anthropologie lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils débarquent au Brésil. Mais c'est l'appel du pays, en quelque sorte, qui les convainc que c'est l'anthropologie, enfin l'ethnologie, comme on disait à l'époque d'ailleurs, précisément bien, qui fait la saveur même de leur présence dans ce pays. Et ils se lancent tous les deux, corps et âme, dans cette entreprise. Dina, d'ailleurs, s'intéresse plus, à la fois aux autochtones, mais à la fois au folklore, avec Andrade. Il y a tout un verso du travail de Dina là-dessus, alors que Lévi-Strauss se concentre plutôt, disons, sur l'américanisme ou se concentre plutôt sur la question des différentes populations indiennes, comme on disait à l'époque, brésiliennes. Et là, il le fait dans une perspective diffusionniste. Donc, il rejette violemment l'évolutionnisme, mais il n'est pas
attiré par l'autre courant de l'anthropologie qui montait en puissance à l'époque, qui est le fonctionnalisme, d'origine britannique. Mais derrière l'origine britannique du fonctionnalisme, il y a Durkheim et la sociologie à la française. Non, Lévi-Strauss rejette tout ça et s'initie plutôt s'initie à l'anthropologie à travers le diffusionnisme. Le diffusionnisme, ça consiste à essayer de indexer tous les traits d'une culture et d'essayer de reconstituer une sorte de cartographie de ces traits, comment ils sont diffusés dans l'espace et comment, en quelque sorte, les cultures procèdent d'autres cultures. Il y a une dimension historique, mais c'est pas une dimension historique qui est fondée sur la datation, c'est une dimension historique qui est éventuellement fondée sur l'idée d'antériorité et de circulation. Et ça va rester dans toute son œuvre, en fait, Lévi-Strauss va rester fondamentalement quelque part diffusionniste, quand bien même le diffusionnisme sera un courant de l'anthropologie qui sera délaissé après-guerre. L'une des raisons pour lesquelles, disons tout net, le diffusionnisme a été délaissé après-guerre, c'est que le diffusionnisme les champions du diffusionnisme étaient l'école et résidaient en Allemagne, étaient les Allemands, c'était l'école allemande d'anthropologie. Et cette école allemande, dans les années 30, c'est malheureusement gravement compromise. Et d'ailleurs, elle s'en est pratiquement pas remise. Voilà, alors ça c'est donc on voit et pourquoi les diffusionnismes fascinent Lévi-Strauss à cette époque-là? Parce que c'est la méthode la plus rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment indexer, il faut vraiment faire des recherches comparatives sur les thèmes graphiques par exemple, sur l'iconographie, sur bien sûr les langues elles-mêmes. C'est pour ça qu'il s'intéressait aux langues de très près, mais toutes sortes de traits de la culture, sans privilégier par exemple l'organisation sociale ou sans privilégier d'autres aspects comme la culture matérielle. On a des traces de cette fascination de Lévi-Strauss pour le diffusionnisme, par exemple dans son intérêt pour les jeux de ficelle. C'était un grand thème de la réflexion diffusionniste dans les années 30. On en a aussi des traces, on a des collections qu'il faisait de poteries et de thèmes de décoration des poteries, qui était aussi l'un des grands champs de recherche très à la mode à cette époque-là. Cela dit, le voyage chez les Nambiquara lui fait légèrement changer de perspective. C'est-à-dire que ce qui est intéressant et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que dans ces notes, il y a déjà en germe les problématiques qui vont devenir les grandes problématiques lévi-straussiennes. Il y a la question de la parenté. Donc, le système de parenté des Nambiquara est extrêmement complexe, mais Lévi-Strauss s'attache à essayer de le débrouiller. Il y a de très grands nombres de schémas de parenté, avec des termes de parenté, avec les relations que ça suppose, avec des traits qui nous montrent que un tel est relié à un tel, etc. Donc là, il est complètement... il commence à vraiment, je pense, s'initier à la question de la parenté. Et bien sûr, ça donnera les structures élémentaires de la parenté, son premier grand livre, mais qui paradoxalement ne traite pas d'Amérique. Il traite uniquement d'Océanie. Et puis, il y a aussi, tel qu'on a pu aussi le montrer, à travers d'ailleurs la question de la musique, et ce qui reviendra plus tard, la question d'une dimension sémiologique des traits culturels, excusez-moi. Et là, c'est quelque chose qui commence, on voit germer dans ses écrits cette problématique. Dernière chose, euh, dernière chose sur laquelle il faut insister et qui explique peut-être et qui est peut-être la clé même de la question de la destruction de partie de ces documents, c'est la question du style. On sait, hein, parce que Lévi-Strauss l'a dit, et puis il y a des traces que Lévi-Strauss avait des ambitions littéraires. Il est raconté qu'il avait écrit il avait écrit une pièce de théâtre pendant ses heures de loisirs, de désœuvrement au cœur du Mato Grosso. On sait aussi, il l'a dit une fois, oui, je voulais faire un roman qui se serait appelé Triste Tropique. Donc, oui. Et on en a trouvé des traces on a trouvé quelques traces d'un synopsis de ce roman, mais dans les archives.
Elles sont tellement fragmentaires que ça aurait été un peu abusif de prétendre reconstituer la trame de ce roman d'après les traces qu'on a. On a quelques personnages, quelques mentions de personnages. Ça aurait été l'histoire d'un couple avec une jeune femme du milieu bourgeois qui est envoyé dans un pays exotique, mais qui a des idées socialistes et qui est confronté à une certaine réalité. Vous voyez que pas forcément très très loin de la réalité d'ailleurs. Euh, Ça aurait été probablement un grand roman et ce roman n'a pas pu être écrit parce que la guerre a en quelque sorte fracassé les ambitions et les projets de Lévi-Strauss. Euh, Il y avait d'autres priorités en 1930 ou en 1940 que d'écrire un roman pour lui. Mais il y a des traces, hein, on a retrouvé aussi donc quelques pages dactylographiées qui ont été recyclées d'ailleurs en partie dans Triste Tropique. C'est l'un des seuls rescapés en quelque sorte entre les textes un peu littéraires et ce qu'on retrouve dans les archives. D'une narration d'une jeune femme qui traverse les paysages de l'ouest du Mato Grosso, et tout ça est retrouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte original qu'on a retrouvé est au féminin et le texte repris, évidemment, dans Triste Tropique est désexualisé et devient une pure description. Ce qui nous laisse à dire que Lévi-Strauss songeait peut-être à écrire soit un roman à plusieurs voix, c'est-à-dire à plusieurs narrateurs, soit même à écrire un roman dont il y aurait, dont l'héroïne aurait été la narratrice elle-même. Alors là, pour nous, il y a aussi un peu des difficultés qu'on n'a pas résolues, parce que de son côté aussi, dans le journal de Dinah, on voit aussi apparaître un mélange entre quelque chose qui relève à proprement parler de l'introspection psychologique personnelle, et puis de quelque chose qui relèverait aussi de l'intention romanesque. Alors, est-ce que Dina travaillait en fusion, en quelque sorte, créative avec son mari, ou est-ce qu'ils avaient deux projets parallèles? On n'est pas nous ne sommes pas parvenus à totalement débrouiller cet aspect. Euh, mais il y a juste une dernière chose. C'est ça? Une dernière chose sur laquelle je voudrais. Quoi? On va montrer la suite Oui, aussi. oui, monter la suite. Qu'est-ce qu'on monte la suite? Attends, mais c'est d'abord on finit c'est peut-être. Bon, alors, dernière chose sur laquelle la littérature, l'aspect littéraire l'ambition littéraire, c'est que, comme on le sait, enfin, c'est un peu connu, mais pas très connu, Lévi-Strauss était un grand admirateur dans sa jeunesse de Céline, notamment du Voyage au bout de la nuit, qui, comme vous le savez, est ce grand roman français qui a révolutionné en quelque sorte l'écriture par toutes sortes d'aspects qui en font sa puissance, mais qui est aussi un livre avec un ton très noir, très négatif, à la limite de la vulgarité dans l'expression. Parfaitement calculé chez Céline, nous sommes absolument d'accord là-dessus. Euh, et, euh, et en fait, il semble que le peu de choses qu'on ait retrouvées qui n'ont pas été détruites lors de la rédaction de Triste Tropique, les descriptions de scènes urbaines ou par exemple à Sao Paulo, ou certains rapports avec justement la rencontre avec les paysans pauvres au cœur même du Brésil, etc. euh, tout nous laisse penser que la première rédaction qu'il faisait lorsqu'il écrivait ses carnets de route, ce qui a été précisément probablement détruit, était dans une veine très très célinienne, très noire, très dédaigneuse, et ce qui est ce qui est frappant et à la fois touchant et à la fois réconfortant en quelque sorte, c'est que quand Lévi-Strauss reprend ses notes 20 ans plus tard, il abandonne en partie ou en grande partie ce ton désabusé sur l'humanité pour prendre un ton
plus neutre. Il balance de cette noirceur, il va plutôt vers le surréalisme, c'est-à-dire à confronter les situations, à mettre en valeur la couleur. Et il essaie quand même de donner une vision un peu plus riante. De ce Brésil de l'intérieur qui, on en a vraiment la persuasion, dans sa première version, était beaucoup plus négative en quelque sorte. Quand bien même, évidemment, pour lui, c'était une exaltation d'être dans ce milieu pour s'inspirer. Mais l'inspiration est toujours là, mais la tonalité a radicalement changé. Et bien entendu, les événements de la Seconde Guerre mondiale ont largement métamorphosé la vision de Lévi-Strauss de l'humanité. Mais donc, alors, tout ça, tout ce que je vous dis pourrait plus ou moins se retrouve dans ce livre, donc vous voyez là, aux sources de Triste Tropique, qu'on nous venons de publier, où on essaye de traiter ces différents aspects. Je voudrais juste insister sur une chose aussi, grâce au travail considérable de Constantino Nicolizas, qui est aujourd'hui professeur à l'université du Rondônia. On a vraiment réussi à reconstituer un jour près pratiquement le périple de la deuxième expédition, ce qui ne s'était jamais fait puisque les autres, Lévi-Strauss, bien entendu, le premier, n'a pas donné de datation. Et les autres tentatives de datation étaient très très fragmentaires. Et là, on est arrivé à une frise chronologique beaucoup plus serrée, beaucoup plus touffue et détaillée que tout ce qui avait été fait avant. Mais ce n'est pas le seul aspect de ce travail, puisque nous publions beaucoup de photos inédites. Nous publions aussi, qui donnent d'ailleurs un peu l'ambiance dans laquelle Lévi-Strauss et Dina évoluaient, notamment à Sao Paulo, dans leur vie familiale, où on voit une vie un peu assez confortable, pour pas dire très confortable, qui n'était pas du tout celle du couple qu'avait le couple en France. Et puis des différents aspects que j'ai évoqués devant vous font l'objet de différents chapitres assez détaillés qui nourrissent l'analyse. Voilà, je crois qu'on a dit à peu près Mhm. l'essentiel. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Anaïs? Je- Bah, comme vous le voyez là sur la dernière diapositive, donc il y a donc un certain nombre de réalisations en cours, hein, notamment l'édition génétique numérique par l'item de Triste Tropique, donc à partir des fichiers donc numériques fichiers numérisés que la BNF a transmis à l'item et qui ont permis donc à l'item et à l'EHESS de mener tout le travail dont Emmanuel vient de parler. Il y a aussi le projet de publication de dictionnaire Nambiquara en 3 langues, donc à San Paolo. Et enfin, ce qui aura lieu donc maintenant presque dans 5 mois, c'est une exposition qu'abritera l'ABNS dans la galerie des donateurs, sur le site François Mitterrand, consacrée donc au carnet brésilien et donc aux expéditions de Claude et Dina Lévi-Strauss au Brésil entre 1935 et 1939, voilà, à laquelle vous êtes bien sûr conviés lorsqu'elle sera ouverte. Voilà ce on peut vous dire sur ce projet, c'est un projet très exaltant et donc nous sommes vraiment très heureux de voir aujourd'hui les premiers éléments rendus publics. Merci beaucoup à tous les deux. C'est tout à fait passionnant. Je passe à présent la parole à Fernanda Peixoto. Fernanda, Bon, c'est à vous. je peux commencer ou... Vous pouvez. Oui, Oui, oui. d'accord, d'accord. Bon, bah merci de cette invitation à Maud, Anaïs. Je suis très contente d'être avec vous, de vous écouter surtout. Et alors, j'ai préparé quelque chose un peu synthétique pour ne pas dépasser les 20 minutes. Et alors, la proposition qui m'a été faite pour vous, non, de parler sur Lévi-Strauss à São Paulo, nous amène directement à penser à ses relations avec l'université. Il a travaillé comme professeur de sociologie entre 35 et 38. Ses relations avec la ville où il a vécu pendant une courte période. La prise en compte de ces expériences de jeunesse
semble nous conduire davantage à une compréhension de la scène brésilienne qu'à la connaissance des idées de l'anthropologue. Car, comme nous le savons, la formation de l'américaniste s'est appuyée sur la rencontre de Lévi-Strauss avec les Amérindiens qui, en entrant dans sa vie, sont entrés aussi dans le paysage théorique du XXe siècle et pas seulement dans celui de l'anthropologie. Mais je soupçonne la récupération de ces dimensions à première vue latérales met en lumière les traces d'un projet intellectuel établi très tôt, ainsi que certains aspects de son, comme dit Emmanuel Loyer, de son tempérament épistémologique. Cela dit, pour ne pas dépasser le temps qui m'a été accordé, j'ai organisé cette présentation en deux parties. Dans une première, je vais me concentrer à l'aide de la documentation diplomatique sur quelques épisodes tendus concernant l'expérience de Lévi-Strauss à l'université, qui montrent, parmi les désaccords, les convictions déjà bien établies du jeune professeur et de l'ethnologue en formation. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai rapidement quelques-uns de ces enregistrements sur la ville de São Paulo, ville également présente dans ce cours. Il n'est pas de Lévi-Strauss dans la ville nous amène à penser une sorte d'éducation du regard face au paysage urbain américain, si différent du paysage européen. Alors, les documents diplomatiques concernant ce qu'on appelle la mission française chargée d'inaugurer les enseignements à l'université de São Paulo, créée en 1934, révèlent la précocité des convictions du jeune professeur arrivé au Brésil avec des dessins intellectuels déjà très précis, je dirais. Ses plans et lectures annoncent très clairement son intention de devenir anthropologue. Son choix de l'ethnologie contre Durkheim, célèbre formule de Triste Tropique, perce déjà dans les documents de l'époque à travers, par exemple, son conflit ouvert avec l'autre professeur de sociologie à l'USP, Paul Arbus-Bastide. Lévi-Strauss refuse de se plier au programme établi pour le cours de sociologie. Il enseigne l'ethnologie, il initie ses étudiants à l'enquête de terrain et envisage la création à l'université d'une chaire et d'un institut d'anthropologie. Je n'aurai pas le temps de retracer ici l'histoire de mission française à l'université de São Paulo ou de chacun de ses membres, Brodel, Mombeg, Rouget-Bastide. Je vais me concentrer donc sur quelques épisodes du cas Lévi-Strauss, ainsi nommé dans la documentation diplomatique. Les conflits s'articulent essentiellement autour de deux axes. Le premier concerne le programme de cours de sociologie mis en place par Arbus-Bastide, qui a été investi d'un rôle de leader parmi les professeurs français par son oncle Georges Dumas, qui a été l'un des principaux responsables de l'organisation de la mission. Et le deuxième concerne les difficultés faisant obstacle à la régularisation de la situation professionnelle de Dina Dreyfus, alors Dina Lévi-Strauss. Les cours de Lévi-Strauss à l'USP traduisent ses intérêts intellectuels. L'ethnographie et la connaissance de peuples primitifs sont indispensables à toute bonne formation sociologique, précise par exemple le cours de 35 qu'il a consacré aux formes élémentaires de la vie sociale. Dans un enseignement couvrant un large spectre thématique, de l'anthropologie urbaine à la ethnolinguistique, de la parenté au totémisme et au mythe, le professeur Lévi-Strauss encourageait l'observation directe et l'enquête de terrain, ce dont se souviendra un de ses anciens étudiants, je cite. Un des premiers travaux qu'il nous demanda fut de procéder à une analyse de la ville de São Paulo dans les années 1820, telle qu'elle apparaissait dans les documents de l'époque qu'il avait pris soin d'identifier.
Dans son cours sur les lois de la parenté dans les sociétés primitives, au lieu de pousser aux divagations, il distribua à ses étudiants une série d'arbres généalogiques individualisés, il précisa les règles sociales du groupe, il nous demanda qui épouserait telle personne. Je ferme la citation. À côté de l'importance attribuée à l'ethnographie et aux exercices pratiques, ce qui retient l'attention dans le programme de cours donné au Brésil par Lévi-Strauss, c'est qu'ils abordent sous une forme condensée des thèmes sur lesquels il reviendra tout au long de son œuvre, la parenté, le totémisme, les mythes. Alors, pendant cette période d'apprentissage, il définit un univers d'intérêt thématique et théorique dont il ne s'éloignera plus. La bataille qu'engage Lévi-Strauss dès son arrivée à São Paulo pour ouvrir l'enseignement de sociologie à l'anthropologie est relayée par son projet d'un institut d'anthropologie physique et culturelle. L'organisme auquel il aspire devra associer la recherche universitaire sur le modèle de grands instituts étrangers, y mettre l'accent sur les enquêtes comparées intéressant toute l'Amérique. Je crois que je ne vais pas entrer dans de détails ici sur ce projet dont Louisa a très bien travaillé là-dessus, mais je pense qu'il ne serait pas exagéré d'affirmer que ces projets prématurément élaborés s'est réalisé au Collège de France plusieurs années plus tard, certes d'une manière différente, avec la création du laboratoire d'anthropologie sociale. Alors, refusé par l'université, le projet de Lévi-Strauss rejoint la vocation du département de culture de la ville de São Paulo, dirigé par Mário de Andrade, figure de proue de la scène intellectuelle et artistique de la ville. Dans les cadres du département, Mário bâtit une société d'ethnographie et folklore axée, entre autres, sur la production d'un savoir sur la ville, son histoire, ses transformations. Il est possible de repérer dans les contours généraux de la CEF la méthodologie de recherche pour identifier les aires culturelles dans la lignée de Boas, de Franz Boas, et l'importance de la constitution de bases de données. Bon, la CEF a été décisif pour que Dina trouve une inscription professionnelle à São Paulo. Grâce toujours à la documentation diplomatique, on se rend compte que Dina avait été sollicitée par les services des œuvres françaises à l'étranger pour travailler au Brésil, toutefois sans lieu ni conditions prédéfinies. Quelques-unes de ces lettres attestent de ses efforts pour régulariser sa situation. Les requêtes de Dina sont plusieurs lettres, intègrent le rapport officiel rédigé par Arbus Bastide comme pièce supplémentaire du cas Lévi-Strauss qui l'accompagne de considérations sur la complexité de la situation. À la frustration de Claude Lévi-Strauss, dit Arbus Bastide, gêné d'être attaché à une chaire de sociologie, s'ajoute celle de Madame Lévi-Strauss, toujours Arbus Bastide, qui espérait un poste soit au lycée franco-brésilien, soit à l'Alliance française, soit encore comme assistante de philosophie ou d'ethnographie à l'université, concrétisant les promesses qui lui aurait faites Georges Dumas. Dans ce contexte, le département de culture devient le lieu d'exercice de Dina et où s'accomplit une partie des projets de Claude Lévi-Strauss à São Paulo. Quoique la bibliographie explique diversement le non-renouvellement du contrat de Lévi-Strauss avec l'université, les documents indiquent que le querelle avec Arbus Bastide et l'instabilité professionnelle de Dina ont pesé lourd. Si, comme certains l'affirment, le passé politique du militant socialiste a joué dans ses rapports avec l'université, Lévi-Strauss ne l'a découvert que bien 2 années plus tard. Il dit, plusieurs années plus tard, de toute façon, le fait que quand j'ai renoncé
à solliciter les renouvellements de mon contrat pour me consacrer pendant 1 an à une mission ethnographique, puis rentrer en France. Aucun effort a été fait pour me retenir. Je ferme la citation. La ville était présente dans le programme de cours de Lévi-Strauss à São Paulo, comme on l'a vu, comme j'ai signalé. Elle fournit aux professeurs et à ses étudiants un laboratoire d'expériences sociologiques qu'ils explorent dans leur travail quotidien. Lévi-Strauss s'en souvient bien des années plus tard dans Saudades de São Paulo. Il dit « Ceux de mes anciens élèves qui jetteront un coup d'œil sur ce ligne se souviendront de l'importance de la ville dans mon enseignement. Pour les travaux pratiques, je leur donnais la rue où ils habitaient, le marché ou le carrefour le plus proche. C'était à eux d'observer et de décrire la répétition dans l'espace de type d'habitat, de catégories sociales, etc. Le centre-ville et aussi les quartiers centraux étaient le terrain des étudiants de Lévi-Strauss. Les banlieues, quant à elles, font l'objet surtout des ethnographies de dimanche, réalisées avec Mário de Andrade et Gina Dreyfus à la Société d'ethnographie et de folklore. Là, moins que les dynamiques de la vie urbaine, comme le montre Luisa Valentini dans son livre, elle a analysé cette expérience, les buts étaient d'inventorier les formes culturelles traditionnelles, de sauver et de sauvegarder une culture rustique en voie de disparition. Ainsi, avant de rencontrer les Amérindiens, plus éloignés des centres urbains du sud-est du pays qu'ils ne l'avaient imaginé, Lévi-Strauss se consacre à l'examen de villes proches, notamment São Paulo, la première ville du Nouveau Monde qu'il a expérimentée et à laquelle il accorde une grande attention. Elle est présente dans quelques-uns de ses textes, mentionnée dans ses carnets et dans des interviews, et capturée par l'objectif de son appareil Leica. Leica, comme l'on sait, particulièrement associé à la photographie de rue. Alors, selon ses propres termes, il dit « À cette époque, on pouvait flâner à São Paulo, pas comme à Paris ou à Londres devant les antiquaires, mais il n'était pas nécessaire de demander à la ville d'autres objets de contemplation et de réflexion qu'elle-même, en immense désordre où se mêlaient, dans une apparente confusion, de bâtiments, des églises des diverses époques. » Certaines images utilisées pour parler de São Paulo sont reprises lorsqu'il se penche sur New York, la ville où il a vécu dans les années 40. Même en écoutant Emmanuel, il parle de New York comme ville d'éboue, comme dit Céline d'ailleurs. Bon, bref, l'angle morphologique choisi pour décrire New York est exercé précédemment par l'observateur devant São Paulo, un observateur soucieux de saisir les propriétés et couches stratigraphiques de la ville. Pourtant, São Paulo apprend à Lévi-Strauss que la ville est avant tout un être temporel. Il est temps s'inscrit dans les formes et vie urbaine au moins de 3 manières. Tout d'abord, comme une simultanéité de temporalité, de temps entremêlés qui donnent cette impression des chaos. Mais les temps se révèlent aussi comme succession et développement qui, dans les Amériques, acquièrent leur propre rythme. Le ville du Nouveau Monde, dit-il dans une phrase célèbre de Triste Tropique, vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à la maturité. En d'autres termes, l'apogée et la décadence sont des processus presque concomitants dans ces villes qui portent dans leur physionomie, à nouveau, la précocité des ravages du temps. Finalement, São Paulo, cette ville en chantier, présente toujours une ville en chantier, présente moins de vestiges archaïques frappants à New York, par exemple, que les formes singulières d'une société en gestation. Les clichés
du photographe amateur déposé à l'Institut Moreira Salles à São Paulo capture les temporalités qui agitent les espaces et l'architecture de la ville. Dans ces images, il est possible d'observer les empreintes du temps, soit dans les affiches publicitaires qui annoncent la vente de terrain, soit dans la croissance verticale du centre-ville, les gratte-ciel Martinelli, présence incontournable au centre-ville, côtoie deux espaces verts toujours encore vides. Martinelli, le premier gratte-ciel que le Lévi-Strauss a vu en chair et os. Hein. Et les empreintes du temps apparaissent aussi dans la coexistence de rythmes, ceux de piétons et de voitures, c'est des tramways bondés de passagers et des animaux qui interrompent ou ralentissent la circulation. Maud, vous pouvez, s'il vous plaît, montrer. Ah, oui, d'accord. Ce sont ces photos. Cette photo, elle est incroyable. Bon, je ne vais pas. Non, le tramway et les animaux qui vont avec. Ce mélange inattendu de couches de temporalité fait des villes américaines de machines capables, il dit, tout à la fois de remonter et d'avancer le temps. Il dit à propos de New York. Ici, l'observation est valable pour São Paulo. Les transformations accélérées que cette ville a connues dans les années 20 et 30, soutenues par l'économie du café et l'industrialisation en cours, alors, ces transformations de São Paulo mettent en évidence les tentatives d'effacement des traces du passé, construction, destruction et renouvellement successifs de rues, bâtiments et façades signalent la façon dont cette civilisation urbaine nouvelle engage le temps présent, qui se tourne vers l'avenir et pour que le passé est toujours une menace. De cette coexistence tendue et disparate des strates temporelles n'en résulte pas seulement une diversité des niveaux de réalité, mais plutôt, il dit, un sentiment d'irréalité, comme si tout cela n'était pas une ville, mais, je cite à nouveau, un faux semblant des constructions activement édifiées pour les besoins d'une prise de vue cinématographique ou d'une représentation théâtrale. Si vous pouvez montrer les images, les dernières images, Maud, il ne me semble pas difficile de déceler ces sentiments dans certaines images. J'ai choisi deux entre elles. Bon, je ne vais pas avoir le temps d'approfondir ici ces pistes. Je dirais pour finir qu'ici l'ethnographe actif à la Société d'ethnographie et folklore s'attache à documenter et à sauvegarder le passé qui survit dans les expressions du folklore rustique en l'enregistrant et en le documentant dans ses cours et dans les ethnographies du dimanche. Les photographes capturent les temporalités décalées de la ville. Et dans ce sens, ils retrouvent une fois de plus Mário de Andrade, mais pas l'ethnographe avec qui il a travaillé de près à la CEF, mais les poètes et l'interprète de cette ville, moderne et provinciale à la fois. Mário, qui traduit les rythmes fracturés de la ville de São Paulo par les vers brisés de son livre Pauliceia Desvairada, São Paulo halluciné, quelques-uns traduisent comme ça, livre phare du mouvement moderniste qui contient une méditation sur le temps juxtaposé de la ville et de la création littéraire. Mário, qui annonce aussi dans ce livre devant d'eux, comme le Lévi-Strauss l'avait fait plus tard, dans un de ce vers, dit Mário, l'apogée est déjà décadence. Merci beaucoup, c'est ça. Merci beaucoup, Fernanda. Ça donne vraiment envie de retourner bientôt à São Paulo. Je passe à présent la parole à Louisa Valentine pour la contribution sur Merci, l'image.
Merci Maud, merci Anaïs. Si je peux partager mon propre écran, c'est possible ça? Mais bien sûr, Ok, voilà. merci. Mhm. J'ai Alors, décidé de partager cette connexion c'est bon. Oui, avec on des voit. sites web pour que vous pouvez les consulter après si vous voulez, parce que je parle de l'apparition de Dina Dreyfus dans des archives brésiliennes. Euh, je m'excuse parce que je vais lire cette présentation, parce qu'il y a beaucoup de temps dès que j'ai parlé français quotidiennement, alors mon français n'est pas du tout très bon pour une présentation comme cette ici. Je vous proposerai ici une perspective sur Dina Dreyfus à partir d'autres archives où elle apparaît et ses apparitions dans d'autres espaces que celui des archives de Lévi-Strauss à la BNF. Ma recherche de master qui a donné lieu à un livre publié au Brésil en 2013, qui a déjà été mentionné, s'est penchée sur la construction de la Société d'ethnographie et de folklore par Mário de Andrade en collaboration avec Dreyfus et Claude Lévi-Strauss. Elle y occupait une position très stratégique, tant sur le plan de l'alignement méthodologique que de l'organisation générale des activités. Plus récemment, deux chercheuses brésiliennes, Luciana Portela, de l'Université de Brasília, et Fernanda Azeredo de Moraes, qui conclut maintenant son doctorat à l'EHESS, ont apporté des contributions substantielles à une compréhension de l'itinéraire de Dina Dreyfus grâce à leur accès aux sources françaises des archives de la BNF, particulièrement ses carnets de terrain, qui restaient avec Lévi-Strauss, en retraçant de manière approfondie le parcours de Dina Dreyfus dans l'anthropologie et aussi au-delà de ce champ. Avant d'évoquer les archives brésiliennes, il me semble important de préciser pourquoi on utilise le nom de Dreyfus. Fernanda Moraes, qui mène une anthropologie de l'anthropologie centrée spécifiquement sur les relations de genre, vient de publier un article très minutieux, c'est ce link-là, dans le journal de la Société des Américanistes, dans le cadre d'une série sur les femmes ethnologues, où elle observe ce que suit, je cite parce que c'est très bon. Mariée en 32, Fernande Dreyfus, désormais Lévi-Strauss, passe l'agrégation en philosophie en 1934 et adopte à partir de ce moment-là la signature de Dina Lévi-Strauss dans son dossier de carrière. Pronom d'une figure de l'Ancien Testament, Dina signifie, selon la tradition hébraïque, jugement ou celle par qui l'on fait justice. Fille d'une mère catholique et d'un père juif, ce changement total de nom, prénom et patronyme à l'occasion de son mariage avec un homme lui aussi juif ne semble pas anodin. Plus tard, pendant la guerre, après la séparation avec Claude Lévi-Strauss et avant leur divorce, elle signe certaines de ses lettres Dina et Les. À cette même époque, dans les réseaux de résistance montpelliérain qu'elle a rejoint, elle adopte le nom de Denise Roche. Par ailleurs, au-delà de Fernand Dreyfus, Dina Lévi-Strauss et de Denise Roche, ses étudiantes et étudiants racontent qu'elle aurait eu encore un autre nom de plume pour publier des nouvelles au Brésil. C'est un mystère pour moi, ça m'a fait très curieuse, je veux investiguer ça. Le nom aurait été publié à par elle et des nouvelles, malheureusement, n'ont jamais été repérées. Enfin, sa carrière philosophique se construira sous son nom de célibataire Dreyfus, auquel elle revient à la suite de son divorce en 1945. Ces changements de nom successifs, révélateurs de son parcours, sont aussi saisissants sur les conditions subjective et identitaire qui marque la vie professionnelle et personnelle des femmes à cette époque, surtout en ce qui concerne les conditions, voire les obstacles pour la production d'un nom d'autrice. Fin de citation. Il est fondamental de se rappeler aussi que Dina Dreyfus, en rentrant du Brésil en France, reprend ses activités comme professeure de philosophie dans le lycée. La biographie de Lévi-Strauss réalisée par Emmanuel Loyer a parmi de ses nombreux mérites celui de rappeler la relation entre Lévi-Strauss et Dreyfus, aussi bien comme une rencontre dans l'ethnologie que comme un désaccord dans le rapport à la philosophie.
Les connexions entre la pratique philosophique, l'enseignement de la philosophie au niveau du lycée et une réflexion sur l'autoritarisme et la citoyenneté constituent la manière dont elle embrasse une problématique générationnelle de lutte contre le fascisme avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Depuis mon mémoire de master, qui était dirigé par Fernanda Peixoto, j'ai choisi d'utiliser le nom de Dina Dreyfus car je savais qu'elle avait décidé d'utiliser ce nom pendant 45 ans, de 45 jusqu'à sa mort, et pour connecter ses contributions au Brésil à son itinéraire subséquent en France. Le travail de collecte de sources effectué par Fernanda Moraes et Luciana Portela ne sera pas abordé ici, faute de temps pour cette présentation, mais il me semble important de souligner que l'entrée que j'ai rédigée dans le dictionnaire Lévi-Strauss sur Dina Dreyfus, pertinente pour l'année de sa publication, qui a été 2022, est désormais largement dépassée à la lumière de l'article de Moraes au Journal des Américanistes. Alors, je veux faire un compliment à ma collègue. Et pourtant, un point que je soulevais déjà dans ce dictionnaire et qui me trouble depuis l'époque de mon master est qu'au Brésil, on évoque souvent le choix de Dina Dreyfus de quitter l'anthropologie comme s'il s'agissait d'une perte de prestige, d'un recul dans sa carrière, d'un certain discrédit de sa production et de sa contribution. J'aime rappeler qu'à la même époque où Lévi-Strauss publie La pensée sauvage, elle devient la première femme nommée inspectrice générale de philosophie de l'Académie de Paris et qu'elle reçoit également un article d'hommage un peu avant sa mort, rédigé par Bertrand Saint-Cernin dans la revue Le Temps moderne. Ne pas prendre en compte l'importance d'un renouveau dans le répertoire et les modes d'enseignement de la philosophie contemporaine dans les lycées français, c'est ignorer un projet d'envergure, des subjectivités républicaines et des projets politiques qui n'est en rien anodin, même face à la puissance symbolique que la figure de l'auteur peut acquérir dans nos économies de prestige. Dina Dreyfus est aussi, comme le souligne Fernanda Moraes, le nom principal de l'autrice qu'elle a été. Et je recommande donc également la lecture du recueil d'essais de Dina Dreyfus, publié en 2013, intitulé Écrit, avec une introduction de Christiane Ménasser et Bertrand Saint-Sernin. Avant la parution de la biographie monumentale d'Emmanuel Loyer sur Lévi-Strauss, il fallait expliquer toujours les méandres de la rencontre entre Mário de Andrade et Lévi-Strauss et Dina Dreyfus au public français ou brésilien. C'était alors une histoire encore peu connue. Compte tenu de l'impact de ces ouvrages en France et de la présentation de Fernanda Peixoto, je me permets de raconter ces rencontres de façon beaucoup plus brève. Alors, lorsque Lévi-Strauss et Dina Dreyfus rencontrent Mário de Andrade, ce dernier venait de prendre la tête du département de culture dans la mairie de São Paulo, une institution publique innovante, tout juste créée. Et c'était peut-être la première fois dans le monde qu'un organe municipal, une mairie, disposait d'un secrétaire à la culture chargé de promouvoir la culture dans la ville. Le département de la culture avait sa propre publication, le Revista do Arquivo Municipal, et c'est là que Mário de Andrade a republié l'article de Lévi-Strauss en proposant l'Institut d'anthropologie à l'Université de São Paulo. Ça signe un commencement d'un projet commun. Un autre fait marquant l'année de 1935 est le soutien des départements de la culture à la première expédition, la première mission Lévi-Strauss auprès de Bororo de Cajuvel, tenant comme contrepartie la production des films ethnographiques récemment restaurés ce film-là sont récemment restaurés numériquement par l'équipe de la Cinémathèque brésilienne et ils ont été exhibés en Paris, ça me paraît déjà, non? Et ces films circulent aujourd'hui dans une qualité bien meilleure qu'auparavant. Ils étaient accessibles, mais ils avaient été télécinés de façon très rudimentaire et peuvent maintenant être examinés avec plus d'attention par le public. Dina Dreyfus y laisse une marque évidente d'autrice, non seulement par sa pratique de la documentation ethnographique orientée par la formation qu'elle a reçue au Musée du Trocadéro et à l'Institut d'ethnologie, mais aussi par une sensibilité et un regard qui touche en celles et ceux d'entre nous qui se souviennent de leur première visite aux territoires autochtones. Il s'agit d'un premier produit marquant sa présence, signé Dina Lévi-Strauss aux côtés de Claude Lévi-Strauss, les films réalisés par le couple d'anthropologues. Au retour du terrain, Dina apparaît seule, dispensant environ 26 sessions d'un cours d'ethnographie auprès du département de culture, un enseignement long et détaillé sur la production de documentation ethnographique et folklorique
et la conduite de la recherche de terrain, comment se porter en terrain. Ce cours a été conçu avant tout pour l'équipe du département de la culture qui allait mettre en place une discothèque publique municipale qui existe encore aujourd'hui et à qui l'on espérait confier également la création d'un musée folklorique qui n'a pas finalement vu le jour. Le noyau de la documentation de l'activité de Dina Dreyfus au Brésil se trouve dans le Fonds de Société d'ethnographie et folklore au Centre cultural São Paulo. Je vous montre un peu le link. Où est-il? Nous avons ici le Centre cultural São Paulo, qui est une institution culturelle très, très, très importante à São Paulo, si vous voulez la connaître. Et ici, c'est la page de toutes ces collections. Et dans l'archive multimédia, il y a le Fonds Société d'ethnographie et folklore avec un très bon catalogue. Euh, les cahiers de cours sont dans le Fonds Société d'ethnographie et folklore. Et ils ont probablement été réalisés et traduits avec le soutien donné d'Alvarenga, une chercheuse qui a mis en place la discothèque publique municipale, qui était une élève de Mário de Andrade du Conservatoire municipal de São Paulo, et est une figure fondatrice de l'ethnomusicologie au Brésil. Oneida Alvarenga est très, très importante et était élève de Dina Dreyfus au cours d'ethnographie. Dans ces documents, on perçoit que Mário de Andrade cherchait à suivre les cours de près et qu'il orientait également ces thématiques, car Dina réagit parfois à la conception même du programme, à laquelle Mário de Andrade participe activement qu'avec ses propres conceptions de ce qui devait être étudié dans le champ de la culture populaire brésilienne, encore peu décrite, caractérisée ou documentée. Participent à ces cours, en plus des employés du département de culture, des étudiants de deux filières de sciences sociales récemment créées dans la ville. La première, l'École de sociologie politique de São Paulo, un projet visant à l'instauration d'une administration publique fondée sur des critères scientifiques et sociologiques sous la direction de Roberto Simonsen. L'autre était les cours de sciences sociales de l'Université de São Paulo, où Lévi-Strauss enseignait. À la fin du cours, les étudiants devaient présenter une ethnographie et la majorité d'entre eux ont suivi un programme orienté par Mário de Andrade et rédigé des articles sur les fêtes catholiques dans les environs de la ville de São Paulo, où ils pouvaient faire une recherche de courte durée et produire une description ethnographique novatrice, car ces pratiques étaient encore très peu documentées. Ces articles ont également été publiés dans la revista do Arquivo Municipal et ils en sont encore utilisés aujourd'hui par les chercheurs étudiant ces nombreuses pratiques culturelles, ces fêtes et ces communautés. Ils ont une longévité remarquable. Une des recherches après le cours a été menée comme assistance à une recherche de Dina Lévi-Strauss elle-même, développée dans le cadre d'un projet plus vaste mené par Paul Rivet, une enquête sur la validité de la tâche mongolique comme marqueur racial, réalisée dans un hôpital maternité à São Paulo. Mário de Andrade a aussi acquis des livres recommandés par Dina Dreyfus pendant le cours d'ethnographie, bien qu'il ne le ait pas tout lu. Pendant le cours, elle réalise, Dina, aussi un film signé par elle-même sur la festa do Divino de la ville de Mogi das Cruzes, enregistrant des danses folkloriques comme démonstration aux élèves du cours. Et Mário de Andrade prépare aussi son propre article autour de cette fête, comme exemple pour les élèves du cours. La création de la Société d'ethnographie et folklore a eu lieu après le premier retour de Lévi-Strauss et de Dina en France à la fin de l'année 36, lorsqu'ils organisent une exposition de collections ethnographiques au Musée de l'Homme, alors en cours de formation. Ils reviennent aussi avec une invitation à présenter ce travail collectif, non, à présenter un travail collectif au Congrès international du folklore, organisé par Georges-Henri Rivière. Ainsi, la société un moment parce que j'ai un problème ici avec tous les écrans. La Société d'ethnographie folklore naît déjà avec une mission de recherche collaborative. Et ça, euh, c'est un projet très mario-andradien n'accentuer pas la personnalité vertueuse, mais la formation des collectifs, d'un sentiment national et d'une justice sociale.
Les projets que la société a réalisés pour le congrès des folklore est l'élaboration de cartes de folklore, cartographiant des manifestations culturelles à travers tout l'État de São Paulo. Cela se faisait par la distribution de questionnaires à des professionnels libéraux et à des directeurs d'école. Les cartes folkloriques ont effectivement été produites à partir de questionnaires avec une couverture géographique importante. Je vous montre ici maintenant le lien dans l'exhibition sur Mário de Andrade. On a pu montrer les cartes. Je n'ai pas trouvé parce qu'ils ont changé la structure du site web, mais ça, c'est la couverture géographique de la région de l'État qui a été étudiée. C'est vraiment remarquable, la couverture de l'étude avec les questionnaires. Les cartes folkloriques on cartographie des genres de danse afro-brésiliens à l'État de São Paulo et des pratiques de médecine populaire. Parallèlement, Dina préparait la recherche à mener lors de l'expédition de la mission Lévi-Strauss Velar à la Serra do Norte, qui culminerait avec le travail de terrain chez les Nambiquara, au cours duquel elle assumerait les tâches relatives à l'anthropologie physique, mais comme on sait, son voyage a été interrompu. La création de la Société d'ethnographie et de folklore se fait aussi par le biais d'appels publiés dans le journaux d'État de l'État de São Paulo avec une enquête à remplir. Les meilleures réponses donnaient lieu à une invitation à devenir délégué de la société. Il est important de noter que les tâches assumées par Dina Dreyfus s'inscrivent dans un contexte de forte mobilisation et d'articulation autour de la recherche où elle occupe une position stratégique. Si Mário de Andrade était une figure de proue, on peut dire que Dina tenait la barre des activités de la société, organisant les travaux, orientant les étudiants impliqués, systématisant l'ensemble de la production dans une posture de coordonnatrice de groupe de recherche. Le délégué formé par Dreyfus, invité par la société en fait, recevait des orientations à travers des bulletins de la Société d'ethnographie et folklore, des orientations écrites par Dreyfus, distribuées dans l'État de São Paulo. Ces bulletins contenaient aussi le séminaire tenu mensuellement par la société dans un espace élégant au centre-ville, l'Hôtel Esplanade. Le département de culture a aussi publié un volume d'instructions de recherche signé Dina Lévi-Strauss pour la réalisation de films ethnographiques et des études d'anthropologie physique. Alors, elle a laissé publier un nombre d'instructions aussi que le cours d'ethnographie qui n'était pas publié, mais était disponible dans la discothèque publique municipale. La Société d'ethnographie folklore a été pénalisée pour avoir été fondée la même année que l'établissement de l'Estado Novo de Getúlio Vargas. Avec le changement de la gestion de la mairie, dans ce contexte, Prestes Maia s'opposait idéologiquement et esthétiquement à la proposition moderniste du département de culture. Durant cette période, Mário de Andrade s'éloignait de la direction, coïncidant avec le voyage de Lévi-Strauss et Dina Dreyfus à la Serra do Norte. C'est également à cette époque qu'a eu lieu la mission de recherche folklorique envoyée par le département de la culture au nord-est du Brésil, qui constitue l'un des plus importants ensembles de documentation de la culture musicale du nord-est du Brésil, servant de référence pour les analyses historiques des expressions populaires. Et je vous montre un peu de cette collection. Il y a une collection digitale au Centre cultural São Paulo que vous pouvez consulter si vous voulez, avec des enregistrements. Il y a des peuples indigènes, des musiques, des fêtes catholiques. Il y a des enregistrements sonores, un film. C'est une collection assez importante. Malgré la précarité qui a affecté le voyage aussi de la mission folklorique, les chercheurs ayant reçu l'ordre de retourner à São Paulo, de cesser d'utiliser des ressources publiques par Prestes Maia, le nouveau maire, les matériels collectés ont été bien documentés parce qu'ils étaient très bien orientés avec des fiches conçues par Dina Dreyfus.
Avec Oneida Alvarenga, avec l'aide d'Oneida Alvarenga. Même sans le temps de remplir correctement les fiches, ils ont réussi à achever leur itinéraire en rythme accéléré, préservant ainsi la collecte ethnographique et folklorique. Pardon si mon français est un peu. Dans les lettres envoyées à Mário de Andrade après son retour en France, Dreyfus décrit ses impressions sur la situation française face à la menace de l'Allemagne nazie. Après le début de la guerre, elle partage également avec satisfaction son rapprochement de l'enseignement de la philosophie après avoir retrouvé sa santé. Et alors, on a de très belles lettres de Dina Dreyfus à Mário de Andrade dans sa collection personnelle à l'Institut d'études brésiliennes à São Paulo. Mário de Andrade mentionne ces lettres un peu cryptiquement dans le livre O Turista Aprendiz, comme un décalage entre les horizons politiques et existentiels des Européens et des Brésiliens face à l'autoritarisme. Je crois que l'examen des pratiques d'organisation de la recherche à caractère collectif qu'il construit crucialement avec Dina Dreyfus et de leur position partagée des formateurs d'une nouvelle génération et des collectifs de chercheurs mérite encore plus d'attention afin d'éviter des biais personnalistes dans le récit des histoires de l'anthropologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer un peu ces archives brésiliennes parce qu'on ne peut pas comprendre l'actuation de Dina au Brésil si on ne regarde pas tous ces réseaux de gens parmi qui elle a travaillé et qui elle a formé par son propre travail. Merci beaucoup. J'espère que ça a été compréhensible. Merci beaucoup, Louisa. C'était très clair et tout à fait passionnant. On, on va clore cette séance à présent en indiquant les prochaines dates à venir avant de prendre éventuellement les questions. Anaïs, je te laisse peut-être évoquer le 12 mai, la soirée du 12 mai. Oui, donc lundi 12 mai, la BNF organise deux événements autour de Claude Lévi-Strauss et plus spécifiquement autour de Triste Tropique. Donc tout d'abord une table ronde en salle des conférences de 18h à 19h30 qui réunira des chercheurs français et brésiliens pour recontextualiser donc la rédaction de l'œuvre, mais aussi évoquer, mettre en perspective le regard de Claude Lévi-Strauss sur le Brésil et sa culture. Et suite à cette table ronde, donc qui réunira, je vais quand même préciser, donc Fernanda Peixoto, mais aussi donc Emmanuel Loyer, Samuel Titan et Leandro Varisson. Donc suite à cette table ronde, il y aura une lecture dans la salle de lecture du département des manuscrits d'un extrait de Triste Tropique, donc de 20h à 21h. Et donc ces événements sont déjà signalés sur le site de la BNF et vous pouvez les réserver. Voilà, réserver votre place. Merci beaucoup, Anaïs. Je mets en dernière diapo voilà, la présentation du futur webinaire qui nous attend. Mais donc, si jamais il y a des questions dans le public, c'est le moment. Il nous reste très peu de temps, mais est-ce qu'il y a des réactions? Je vois rien dans le chat. Je ne vois pas. Est-ce que en 2, 3 minutes, même si c'est vraiment pas simple, mais la réception actuelle de Lévi-Strauss au Brésil, quelle est-elle? Parce que c'est une question vraiment pas facile à traiter en quelques minutes, mais est-ce qu'il y a consensus? Est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Je ne sais pas si Fernanda ou Louisa, vous voulez. Si vous me Oui, permettez, je ne sais pas, je ne vais pas parler de la réception de Lévi-Strauss au Brésil, mais je pense qu'il y a une chose très intéressante et mes amis collègues français, sont toujours surpris de savoir que chez nous, à l'université, dans les licences de sciences sociales et les cours d'anthropologie, on a un semestre obligatoire dédié à la lecture de Lévi-Strauss. Ça, c'est intéressant, non, de savoir qu'il tout à il fait. pas seulement à l'USP. En général, dans plusieurs universités au Brésil, la formation en anthropologie oblige la Hmm, lecture pendant un semestre, ouais. 4, 5 mois, de textes de Lévi-Strauss. Je pense que non, c'est Oui, intéressant c'est de c'est qu'il est remarquer, de signaler. intéressant.
de Merci, commenter aussi, Fernanda. n'est-ce pas, Fernanda? C'est que la génération des ethnologues aux années 60 traite Lévi-Strauss seulement comme un américaniste. Et alors, ils le lisent surtout pour voir ses ethnographies et décider un peu, et ils se font des comptes rendus. C'est beaucoup comme un collègue américaniste. Mais après les années 70, il y a deux impacts plus grands, euh, euh, plus importants, que c'est, en fait, on absorbe l'impact mondial de l'estrutturalisme, alors dans l'université, et ça s'étend aussi au Brésil, mais aussi la publication des mythologiques affecte beaucoup le travail de terrain d'une nouvelle génération d'ethnologues. Alors, le contenu, la façon de traiter les données de terrain, etc., se transforme beaucoup avec la lecture des mythologiques au Brésil. Alors, ça, c'est intéressant d'observer aussi. Merci beaucoup. Pour terminer Excusez-moi, cette j'ai juste une session, petite oui, question. allez-y. Ouais, donc j'aimerais poser une question au premier intervenant. Est-ce que la correspondance active et passive de Lévi-Strauss est accessible aux chercheurs? Je suis particulièrement intéressée à trouver l'éventuelle correspondance entre Lévi-Strauss et Gilberto Freire et aussi si il a eu une correspondance à ce moment-là avec Léopold Sédar Senghor. Merci. Alors, l'accès donc aux archives de Claude Lévi-Strauss est libre. Il suffit juste d'avoir l'accord de son épouse, Monique Lévi-Strauss. Donc, en fait, si vous allez donc sur le site Archives et manuscrits, donc le site de la BNF, vous pouvez donc faire une recherche. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la référence du fond est NAF 28150. Et effectivement, donc toute la correspondance de reçue et envoyée par les Strauss est signalée. Mais peut-être ce qui sera peut-être le plus simple, c'est que voilà, peut-être faudrait. Sinon, vous pouvez envoyer un mail. Le plus simple, c'est peut-être d'envoyer un mail à l'adresse manuscrit au pluriel arobase bnf.fr. Et je pourrais donc vous préciser voilà, les conditions d'accès, vous envoyer le lien vers l'inventaire qui vous permettra de voir toutes les correspondances, toute la correspondance reçue et envoyée par Claude Lévi-Strauss. Merci Anaïs. Je voulais aussi préciser que les films qui ont été mentionnés par Luisa Valentini de Claude Lévi-Strauss et Dina Dreyfus, en fait, qui ont été en partie financés par le Secretariat da Cultura de São Paulo, ils sont aussi visibles si on lit le livre Les plus vastes horizons du monde qui était coordonné par Samuel Titan et Carlos Augusto Calil. Voilà, on peut y accéder de cette façon aussi. Alors, on le voit, merci Emmanuel, malheureusement, on ne le voit pas parce que c'est flouté. Il faudrait peut-être reculer l'ouvrage. Non, on le voit. Si, là, on le voit. Merci beaucoup. C'est parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous pour vos participations, particulièrement pour les interventions en français quand le français n'est pas votre langue maternelle. C'était vraiment parfait. Merci à toutes et à tous. À très vite, en juin, j'espère, et très bonne continuation.